Autant la semaine dernière, je mettais en exergue le fait qu'il n'y avait pas eu de scène de sexe sur les 2 derniers épisodes, autant celui-ci, ils se sont un petit peu laissés aller. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique de l'épisode 4 de la série House of the Dragon, le préquel de Game of Thrones, comme je le rappelle souvent. Cette critique sera comme les précédentes, c'est-à-dire full spoiler et sans connaissance des bouquins, sachant que il est arrivé cet après-midi, donc c'est une version française évidemment parce que je suis tellement pas bilingue que j'aurais rien compris, déjà que c'est compliqué en français. Wow! Bon, je l'ai feuilleté rapidement, et puis il y a quand même des illustrations qui sont assez stylées. Bon, là, on voit pas grand-chose, mais vous voyez, il y a quand même des illustrations. Double page, elle est hyper belle par contre. Wow, j'ai hâte de le lire. Ou sinon, voilà, je feuillete un petit peu, voilà, je tombe sur une simple page. Bon, peut-être pas vous la montrer trop longtemps parce que c'est un peu bizarre ce qui se passe, mais pour ceux qui ont le bouquin, c'est la page 272. Vous comprendrez de quoi je parle. En tout cas, c'est très bien illustré. Page 272. Alors, je sais pas pour vous, mais j'ai trouvé cet épisode vraiment très bon. C'est limite, pour moi, mon préféré. Cet épisode prouve vraiment qu'on peut faire une très belle histoire sans pour autant avoir que de l'action. Il suffit d'avoir une écriture palpitante et hyper intéressante avec un développement de personnages très bien ficelé, et là tu kiffes. L'épisode commence donc avec Rhaenyra qui fait défiler tous ses prétendants et qui les jarte au fur et à mesure, jusqu'à le petit garçon qui finira par éventrer l'autre Tarlouse qui était à côté et qui se la pétait. J'ai bien aimé que ça se passe comme ça, là. Ça fait du bien de voir les abrutis et les connards se faire punir direct, surtout par la victime elle-même de base. Au moins c'est clair. On a aussi le retour de Daemon suite à sa victoire contre le gaveur de crabe qui revient voir son frère. Donc il arrive avec sa couronne faite à l'arrache et il plie le genou devant son frère, le roi. Cela permet un petit peu d'atténuer les tensions qu'il y avait eu dans les épisodes précédents, ce qui n'est pas trop mal. Les deux anciennes amies se retrouvent également, je parle d'Alicent et de Rhaenyra qui vont enfin faire la paix, si on le peut dire. On voit que Rhaenyra effectivement ne veut pas être comme sa pote, c'est-à-dire être une couveuse et une pondeuse juste pour les rois, pour leur bon plaisir, et qu'elle préfère être libre. Et la suite de l'épisode sera en fait l'illustration des deux vies que mènent les jeunes filles. Avant de passer à ça, il y a une scène que j'ai beaucoup appréciée également, c'est quand Rhaenyra retrouve son oncle Daemon dans le jardin à côté de l'arbre sacré, et qu'il reparle encore en haut valérien. Ça montre vraiment déjà une première complicité qu'on avait déjà vue auparavant, et ça renforce un peu les liens entre eux, et c'est vrai que c'est tout de suite, tu rentres directement dans le sujet, je trouve, c'est vraiment intéressant. Et comme le dit très justement Daemon, c'est pas parce qu'on vit dans un monde un peu pourri qu'il faut se faire bouffer par la peur, sinon en fait tu oublies de vivre les choses importantes de ta vie, quoi. Mais elle, de son côté, elle lui dit qu'elle veut être libre, qu'elle ne veut pas épouser n'importe qui pour n'importe quoi. Et de l'autre côté, du coup, Daemon lui répond que en fait, le mariage, c'est juste pour faire beau, entre guillemets, pour la politique, mais après, tu fais ce que tu veux une fois que tu t'es marié, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu ça, si on reprend un petit peu la série Game of Thrones, la première saison, par exemple, où tu as Robert Baratheon qui est censé être marié avec Cersei Lannister. Bon, il couche jamais avec elle, tu vois, ils sont mariés pour les alliances, mais lui il se tape des... alors que elle se farcit son frère, donc voilà, c'est tout un délire. Ils sont mariés, ok, c'est juste pour faire beau, le reste, ils font ce qu'ils veulent avec leur cul. Et en parlant de cul, justement, ce genre de transition, on a donc des passages secrets dans le bâtiment, comme on a vu déjà dans les premières saisons de Game of Thrones, justement, où ils vont à la, j'ai envie de dire à la cave, dans la fosse, où il y a le crâne de Balerion la Terreur. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa, qu'on voit déjà ces passages secrets. Et ça lui permet du coup à Rhaenyra de retrouver Daemon le soir, en pleine nuit, pour aller fréquenter un peu les gens de la ville et se rendre compte réellement de ce que les gens pensent d'elle. Et oui, parce que d'un côté, pour l'instant, tout ce qu'elle savait, c'était vraiment les rumeurs de ce que les gens pouvaient penser d'elle, alors que là, on va arriver directement dans les ruelles, avec des gens très pauvres, des cracheurs de feu, des marabouts, des vendeurs de bouffe, et enfin la pièce de théâtre qui peut faire un peu écho, pareil, à Game of Thrones, où on a plusieurs fois des scènes de théâtre. C'est vrai que ça fait surtout penser à la saison 6 avec Arya. D'ailleurs, Rhaenyra fait penser un peu à Arya dans son caractère, même si évidemment ce n'est pas vraiment la même chose. Et c'est là qu'elle se rend compte que les citoyens ne veulent pas d'elle, en fait, finalement, et qu'ils préfèrent, comme beaucoup apparemment, que ce soit Aegon, donc son jeune frère de 2 ans et demi, 3 ans, qui s'installe sur le trône parce que c'est un mâle, tout simplement. Et j'ai bien aimé ce passage parce que tu vois Daemon qui est à côté, qui la regarde pour voir un peu comment elle réagit à ça, et on voit son côté un petit peu amusé de voir ses réactions, et j'ai trouvé ça assez sympa. Bon, de son côté, forcément, elle n'est pas très contente par rapport à ça, mais on voit quand même qu'elle est heureuse un peu de sortir, d'être libre,
d'être avec tous ces gens qu'elle ne connaît pas, de se faire passer aussi pour un garçon, parce que sinon bah, c'est un peu chaud quand t'es une nana, c'est vrai que surtout à cette époque c'était compliqué. Alors je dis à cette époque, ça n'a pas existé réellement, mais il y a quand même eu une époque moyenâgeuse où c'était un petit peu dangereux. Donc ça refait un petit peu écho à Arya dans la saison 2 où elle se déguise en garçon, etc. Sauf que Arya ne finira pas dans un bordel, et heureusement pour nous. Bref, du coup on arrive dans cette maison close, hein, avec tous ces gens qui s'emboîtent les uns les autres un petit peu, voilà, à l'arrache, tranquille. Et c'est là que Daemon lui dit que voilà, c'est pas que le mariage et faire des gosses pour engendrer des héritiers, etc. Il y a aussi le plaisir à côté, et qu'une fois mariée, elle pourra quand même justement être libre de faire ce qu'elle veut, notamment sexuellement. Et c'est là qu'on arrive à cette scène où il se rapproche un peu trop à mon goût. Et j'étais là, non. Je commençais un peu à me reculer, je suis non. Après, dans un petit coin de ma tête, j'avais quand même à l'esprit que ce sont des Targaryens, donc ce n'était pas si choquant que ça, vu que c'est un peu leur nature. Mais sur le coup, j'aurais pas dû faire ce geste, mais voilà, c'était un peu bizarre. Il y a quand même une petite différence d'âge, et c'est surtout, bah ouais, c'est son oncle, quoi, c'est waouh. J'avais peur que ça arrive, et c'est arrivé. Mais ce que j'aime quand même dans toutes ces scènes, c'est que, voilà, il y a un rapport, c'est pas juste du sexe, on balance ça, une scène de cul, voilà, vous êtes content, il y a eu du cul, non, il y a une explication derrière, ça raconte quelque chose, et c'est vraiment très prenant. Et c'est pour ça que cette série est géniale, encore une fois, et j'adore cet épisode. Bon, après, ils se font griller par le gosse, hein, qui va tout raconter à la main du roi. Donc, il y a plusieurs théories qui vont tomber, hein, pour savoir qui a fait quoi, pourquoi Daemon s'est arrêté pendant qu'il l'embrassait d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Alors moi, j'ai peut-être une explication qui semble plausible, vous me direz ce que vous en pensez. Si vous vous souvenez dans l'épisode, lorsque Daemon se réveille après cette fameuse soirée, il est en compagnie d'une nana qu'il connaît, donc une ancienne prostituée, et à ce moment-là, tu as le petit garçon qui les a balancés justement la veille, qui vient lui donner 2-3 pièces. Donc la question est, est-ce que tout ceci ne serait pas un coup de Daemon? Parce que c'est vrai que quand il arrive dans cette maison close, on voit qu'il arrache le bonnet de Rhaenyra, ce qui fait que tout le monde la reconnaît du coup, parce que là, sinon sans ça, ça faisait un peu garçon justement, c'est ce qu'il a masqué un petit peu. Pourquoi? Non, parce que quand tu veux te reproduire ou copuler avec quelqu'un, le bonnet c'est pas la chose que tu penses enlever en premier. Donc par rapport à ça, si il l'a fait exprès, dans quel but était-ce? Est-ce qu'il savait que ce gosse était un des petits oiseaux, pour reprendre un peu les termes, de la main du roi, et qu'il savait qu'il allait tout balancer, et que de ce fait, cette rumeur allait se colporter, et que le roi allait possiblement virer la main, ce qu'il fera en fin d'épisode, mais on aura le temps d'en reparler. Ou alors c'était juste sous l'effet de l'excitation, et puis que d'un coup il a arrêté de la pécho parce que il s'est dit que c'était mal. Ou est-ce qu'il ne voulait pas de base, mais qu'il a tout fait pour que les gens le voient, faire semblant de la pécho pour que toute cette rumeur reparte? C'est un petit peu compliqué. En fait, c'est compliqué à comprendre parce que dans son esprit à lui, Daemon, tu sais pas trop ce qu'il veut. Lui-même ne sait pas ce qu'il veut exactement. On voit qu'il a pris ce qu'il a, beaucoup de respect, comme je le disais avant, envers Rhaenyra. Est-ce qu'il y a vraiment de l'amour à côté? Ou est-ce qu'il a fait semblant? Elle n'avait pas l'air de faire si semblant que ça quand même. Mais voilà, c'est quand même assez tendu, c'est pas facile d'expliquer tout ça. Pendant ce temps-là, on a Rhaenyra qui retourne se coucher devant les yeux ébahis de son garde du corps, Sir Criston Cole, qui la voit 2 fois rentrer dans sa chambre sans l'avoir vu ressortir. J'ai bien aimé ce passage, genre, qu'est-ce qu'elle fout elle? Elle est sortie comment? Elle est sortie comment celle-là? Ce qui était cool aussi par rapport à l'écriture des personnages et puis à l'acting des acteurs qui sont juste parfaits, je trouve tous. Oh là là, ils sont excellents. C'est que tu vois que Criston Cole, tu vois, il a pas envie parce que... Enfin, il a envie et pas envie, quoi. Je pense qu'il a quand même envie de se la faire, entre guillemets, mais derrière, il sait que c'est pas bien, il faut pas. Parce que ça peut avoir des incidences de ouf. Il est loin d'être con. Mais plus ça va, plus elle est devant lui, machin, etc. C'est au début, tu réfléchis avec ça, puis après, tu réfléchis avec ce qu'il y a là. Donc, c'est mort. Par contre, c'est vrai qu'il faut pas être pressé, hein, parce que le temps d'enlever l'armure, t'as le temps de plus être excité du tout. C'est quand même compliqué à l'époque. Encore une fois, la scène est bien réalisée, c'est pas non plus trop voyant, c'est caché, c'est intime, j'ai envie de dire, et puis justement, t'as la comparaison, j'oubliais, entre justement cet acte, même pas, c'était pendant qu'elle était avec Daemon, justement, où on voyait vraiment le plaisir entre les deux personnages, et de l'autre côté, en comparaison, du coup, sa pote Alicent et son père Viserys qui sont en train de faire un peu la même chose. Et tu vois vraiment la différence entre le devoir et la liberté, le désir. Et c'est vrai que tout ce montage un peu en alternance fonctionne très bien. Et encore une fois, c'est très bien réalisé. La scène où Daemon, du coup, est devant Viserys qui lui dit « Ouais,
t'as sauté ma fille. Le mec, il ne nie rien et puis il lui propose même de se marier avec elle, quoi. Et c'est pour ça qu'on comprend pas ce qu'il veut exactement, ce personnage. Il est vraiment ambigu, mais on voit qu'il aime cette famille et qu'il veut la rendre plus forte. Et il sait pertinemment que son frère n'est pas fait pour être roi, vu qu'il ne prend pas assez de décisions, qu'il n'est pas assez impactant. Quoique, mine de rien, en fur et à mesure des épisodes, et surtout à la fin de celui-ci, on voit qu'il commence à en avoir ras le cul, et qu'il prend des décisions drastiques. Genre là, la main du roi, bon, ça fait un petit moment que tu commences à me la mettre à l'envers, tu me saoules, tu dégages, c'est la porte. Et pareil, à ce moment-là, l'acting, c'est Otto, hein, je sais plus son nom de famille, c'est Otto. Le fait que le mec, il reste stoïque, calme, à moitié choqué et déçu, voire triste, moi j'ai eu de la peine pour lui, tellement l'acteur était bon sur le coup. Je me suis dit que si ça se trouve, il voulait vraiment que le bonheur du roi dès le début, et qu'on lui a mis une étiquette de méchant, et que ça finisse comme ça. Pour finir, on aura cette scène où le maître apporte une tisane à Rhaenyra, qui est sans doute une sorte de tisane contraceptive, ou pas, enfin un truc dans ce genre-là. En tout cas, c'est cool parce que ça fera vraiment deux intrigues pour l'épisode suivant, c'est-à-dire déjà savoir si elle a pris cette tisane ou pas, ce qui va se passer ensuite, et aussi qui va devenir la nouvelle main du roi. Et ça, j'ai hâte de savoir. Voilà, écoutez, nous on se retrouve bien évidemment mardi soir prochain pour la critique de l'épisode 5 de mi-saison déjà, de la série House of the Dragon, qui franchement envoie du lourd. Allez, ciao!